relatif au MBTI, pour mieux vous expliquer des choses. Des fois, un podcast, c'est un peu plus pratique que de lire des tonnes et des tonnes de pages quand on n'a pas le temps. Donc l'INTP, Didier Raoult, qu'on va prendre en exemple aujourd'hui, le professeur connu depuis l'arrivée du Covid dans le monde et en Europe. Donc voilà, on verra que c'est un INTP assez typique Raoult, hein. Bien qu'il y ait des INTP un peu moins arrogants que lui. Globalement, il a un peu les traits de l'INTP classique, la carrière de l'INTP classique, voilà. C'est un cas assez typique. Il représenterait 3% de la population US selon les stats officiels du manuel du MBTI. Donc un peu plus fréquent que l'INTJ. Il est considéré avec son collègue l'INTJ comme les deux profils les plus intellectuels et les plus performants dans leur capacité à comprendre des schémas et des théories les plus complexes dans la société. L'INTP il dispose à la fois de beaucoup de points communs et de différences avec l'INTJ. On abordera ce sujet dans cette analyse, mais ce sont globalement les deux scientifiques les plus brillants intellectuellement que le MBTI trouve, dans la capacité notamment à découvrir des choses, faire des liens que les autres ne voient pas et résoudre des problèmes particulièrement complexes. Donc, je ne dis pas ça par affirmation non vérifiable, hein, je le dis parce que tout simplement, toutes les découvertes majeures d'un point de vue scientifique qui ont révolutionné la science ont été globalement faites par des INTP, voire des INTJ, mais c'était l'un ou l'autre. Peut-être certains ENTP, effectivement, si on réfléchit bien, mais globalement, c'est de l'INTP en majorité ou de l'INTJ si c'est pas le type INTP. Il n'y a qu'à voir tous les scientifiques, la plupart étaient INTP ou INTJ, il n'y a qu'à voir Newton, il n'y a qu'à voir Hawking. Bon, on les trouve un peu dans les mêmes domaines, hein, mais Marie Curie, INTP, Pascal, INTP, Descartes, INTP. Voilà, c'est ça un constat. La plupart des grosses découvertes, c'est de l'INTP, INTJ, parce qu'ils ont particulièrement besoin de, quelque part, de constamment comprendre des choses assez complexes, en fait, pour le reste de la population, mais qui, pour eux, font partie de leur quotidien, dans leur boulimie pour comprendre, apprendre. Donc... Voilà, donc j'ai rappelé que du coup la plupart des découvertes scientifiques avaient été découvertes par les INTP ou les INTJ. La plupart des INTP sont des hommes. Ils sont souvent connus en tant que philosophes, scientifiques, ingénieurs dans l'informatique, souvent dans la programmation. Donc là, c'est des points communs avec l'INTJ, on le retrouve aussi dans ces secteurs, hein. Dans le droit aussi, hein, on trouve pas mal d'INTP dans le droit autant que des INTJ. Professeurs d'université aussi, les deux. Voilà, les petits geeks. Ils sont généralement le geek surdoué dans le film que vous regardez à la télé, et ils sont connus pour être l'archétype aussi du surdoué insociable et autiste. D'ailleurs, à ce sujet, pas mal d'INTP hommes sont autistes, et aussi pas mal d'Asperger chez les INTJ. C'est particulièrement lié à leur QI élevé, en fait, puisque c'est les deux types, par moyenne de QI, qui ont vraiment une grosse différence de moyenne par rapport aux types qui les suivent derrière. Donc les deux sont assez proches. Et à partir de ce niveau de QI, on trouve facilement du coup de l'autisme. Mais c'est ce qu'on appelle par exemple chez les INTP de l'autisme de haut niveau et non de l'autisme déficient intellectuel pour le coup. Pour le psychologue Kersey, les INTP sont les meilleures analystes de système, et c'est quelque chose que je trouve assez vrai, dans le sens où l'INTP, il connaît tout parce qu'il utilise TI. Donc il va tout analyser, et donc le plus important pour lui, c'est d'être sceptique et de tout analyser dans le détail. Donc c'est assez vrai ce que dit Kersey, c'est vraiment des analystes. On met souvent sur internet l'INTP est un résolveur de problèmes complexes. Ça c'est quand même plutôt l'INTJ qui est obsédé par la résolution des problèmes de par son côté intuitif. C'est vrai pour l'INTP, mais l'INTP cherche avant tout à comprendre les systèmes et pas forcément résoudre des problèmes. Il cherche à comprendre, à associer des idées. Alors que l'INTJ, il a l'obligation pour lui, avec son combo ani-machin, de résoudre des problèmes complexes, sinon il s'ennuie. Mais c'est vrai que les deux sont connus aussi pour ça, pour leur capacité à résoudre des problèmes complexes. C'est une petite nuance que je précise. Donc selon Kersey, les meilleures analyses du système, tout simplement parce qu'ils permettent, il s'agit pour eux de retranscrire le système avec la précision chirurgicale de TI, et aussi parce qu'ils sont doués en architectonique, la systématisation des connaissances, c'est-à-dire l'organisation, la structure, la construction et tout ce qui touche à la configuration des choses. Alors, au niveau du cerveau de l'INTP, Dario Nardi, qui a beaucoup travaillé sur les différents types de personnalités des neurosciences, a fait des électroencéphalogrammes, des EEC, pour vérifier justement si
ce qu'on connaissait des caractéristiques communes à chaque profil était lié au cerveau. Et en fait, il s'est rendu compte que bah oui, ce qui fait que vous êtes INFP, INTP, c'est parce que vous avez un cerveau qui s'active d'une certaine manière, donc qui vous donne une personnalité particulière. Voilà. Donc, selon Dario Nardi, les INTP sont capables de saisir des données aléatoires de toutes sortes, d'endroits différents, et de voir comment tout est connecté. Donc, il est professeur à UCLA, expert en neurosciences, et il affirme que les INTP utilisent un processus de pensée appelé pensée transcontextuelle, qui sont capables donc d'exploiter toutes les régions du néocortex pour trouver des relations entre les situations. Donc Nardi dit dans son livre The Neuroscience of Personality que pour lui, je cite, la plupart des gens entendent les mots chien et chat évoquera des régions auditives comme T3 dans le cerveau. Peut-être que nous nous souvenons dans ces cas-là d'un animal de compagnie bien aimé. Cependant, les types NE, donc l'INTP et le NTP, sont occupés dans ces cas-là à utiliser toutes les régions pour exploiter les relations entre les situations. Imaginant peut-être soudainement une histoire sur deux frères dont l'un est fidèle et sociable comme un chien, tandis que l'autre est indépendant et calme comme un chat. Il pourrait aussi s'interroger sur le style d'écriture des chiens et des chats. Donc voilà ce que donne à peu près la pensée transcontextuelle. Une chose très intéressante qu'on voit peu sur Internet et qui est très importante pour éviter les clichés relatifs au MBTI, qui sont bien trop nombreux sur Internet malheureusement, les INTP sont souvent sous-estimés en ce qui concerne leur capacité intellectuelle et c'est quelque chose qu'il faut noter, parce qu'ils n'extravertissent pas justement leur pensée, leur processus de réflexion comme font les types TJ. Ils ont donc une grande partie de leur analyse interne et complexe qui reste privée. Dans leur esprit, leurs idées et leurs solutions sont ingénieuses, mais il peut être souvent difficile pour eux de traduire leurs idées aux autres. Là où l'INTJ va avoir aucun problème à transmettre toute sa pensée. Parfois, la complexité de leur idée déroule même les autres et ils ne peuvent pas les suivre. Selon le manuel officiel du MBTI, les INTP ont statistiquement les deuxièmes scores de QI les plus élevés de tous les types juste après les INTJ. Et ils ont également obtenu les meilleurs résultats dans la section vocabulaire SAT parmi les étudiants en aires libéraux et dans la section mathématiques pour les étudiants en génie. Bon, ce n'est pas une surprise, sachant que les INTP sont connus pour leur amour de la résolution des problèmes complexes et la compréhension des théories et des concepts, tout comme l'INTJ d'ailleurs. Mais, à la différence de l'INTJ, s'il n'est pas motivé, l'INTP il ne se souciera pas particulièrement de prouver son aptitude à quiconque en dehors de lui-même. Alors que l'INTJ qui a TE en auxiliaire est un peu guidé quand même à pousser son potentiel. C'est lié à TE. Ce n'est que lorsque l'INTP a passé des tests standardisés d'intelligence que les gens peuvent réellement se rendre compte à quel point ils sont capables d'être extrêmement intelligents de par leurs résultats. Donc Raoult, pour vous résumer, avant d'apprendre dans le détail, et vous résumer vraiment en quelques points clés pourquoi il est INTP, parce que sur internet j'ai beaucoup lu INFJ, enfin Raoult INFJ, ça c'est nouveau, ça c'est pas mal, je pense que la personne qui dit ça doit mal connaître les INFJ, parce qu'un INFJ c'est pas aussi arrogant que Raoult quand ça parle, et c'est pas aussi brutal. Et j'ai vu aussi beaucoup ENTP, clairement c'est pas crédible, un ENTP il change de travail tous les 6 mois, tous les ans, il va jamais rester 15 ans directeur d'un laboratoire de recherche, et puis de toute façon il n'y a eu aucun scientifique qui est resté dans la science toute sa vie en étant ENTP, alors que des INTJ on en connaît plein, et des INTP on en connaît plein, c'est très cohérent. Raoult il est INTP, on ne peut plus classique, il est assez performant dans ses capacités d'analyse, on va voir pourquoi, ça ne l'empêche pas de dire des bêtises, je vous attends et je vous vois au tournant, mais c'est pas parce que quelqu'un dit des bêtises qu'il est bête, c'est juste des fois qu'il parle de choses qu'il ne connaît pas. Donc il est INTP, ceux qui pensent le reste passent un peu à côté du MBTI quand même, parce que déjà c'est un TDOM, donc TI en fonction dominante, tout le valide. Il est sérieux quand il parle, il cherche la précision dans le débat avec les journalistes. Il est beaucoup plus doux qu'un INTJ par contre, même si on le trouve arrogant, l'INTJ aurait vraiment éclaté tout le monde s'il s'était fait insulter comme Raoult. Il a le style vestimentaire de l'INTP, la chemise à carreaux typique qu'ont souvent les INTP avec assis. L'attitude de l'INTP, c'est clairement pas un NE d'homme, donc de type ENTP. Il est très concentré, trop structuré pour être NE en première position, c'est TI avant tout. C'est limite un cas d'école en fait, Raoult, tellement il correspond à l'INTP standard classique. Même son regard, quand il réfléchit, il n'y a rien d'NI dans son regard. Et c'est très facile de reconnaître quand un utilisateur d'NI est en train de réfléchir à ce qu'il dit, parce qu'il dérive d'une certaine façon les yeux. Ce que Raoult ne fait pas, parce qu'il a TI justement. On reconnaît donc chez lui TI en dominante, ainsi que le combo NESI dans sa manière d'échantillonner ses expériences, plus FE en inférieur, dans son côté plus doux que l'INTJ quand il se fait attaquer.
Oui, il peut paraître arrogant, mais si finalement vous remettez dans le contexte tout le lynchage médiatique qu'il a subi et les bêtises qu'on a racontées sur lui aussi, parce qu'on en a raconté pas mal, et les mauvaises interprétations que les médias ont faites des fois de ses propos qui ont été déformés, comme c'est les médias savent faire avec tout le monde d'ailleurs, pas qu'avec lui. Voilà, c'est n'importe quel INTJ par contre aurait été beaucoup plus frontal, plus brutal, FI oblige. Quand on a FE, on a tendance à être moins brutal. Et aussi pour terminer la discussion à cause de TE. Voilà, sa manière de répondre aux attaques, c'est INTP, en aucun cas INTJ ni même ENTP. Et il y a un autre élément intéressant, le fait qu'il dise lui-même qu'il ne sait pas prédire l'avenir, ça invalide de fait INTJ. L'INTJ passe son temps à vous dire ce qui va se passer dans l'avenir et personne n'écoute. Donc à un moment, bon, Raoult s'est amusé à prédire quelques trucs, mais il le dit lui-même et à chaque fois, non, bah, je prédis, mais je sais rien en fait. Bon, bah ça c'est plutôt typique d'un utilisateur d'SI, puisqu'évidemment SI ne connaît pas l'avenir et ne peut pas vous dire ce qui va se passer, avant de l'avoir analysé. Voilà, c'est la grande particularité d'SI. L'INTP, donc, son point fort, c'est qu'il n'a aucun souci à détecter les problèmes de logique. On s'est rendu compte que sur son cerveau, au niveau des électroencéphalogrammes, le point particulier chez l'INTP, c'est qu'il va d'abord voir ce qui cloche avant de voir ce qui va aller. Donc il est très bon du coup pour détecter les problèmes de logique et après il est capable de construire la réalité objective une fois qu'il a vu ce qui n'allait pas. Là où par contre, grosse différence avec l'INTJ est aussi bon pour détecter les problèmes de logique que les choses qui sont vraies. Son cerveau est un peu formaté d'une manière différente et ça lui permet avec Anit d'affirmer avec plus de certitude rapidement ce qui est que ce qui n'est pas. Voilà. Donc au niveau des fonctions, la première fonction donc c'est TI, hein. Pensée introvertie. Donc TI, c'est selon justement Personality Hacker qui a fait un bon résumé des 8 fonctions et ce à quoi elles correspondent, ça correspond à ce qu'on appelle la précision. TI, voilà, pour que vous ayez une idée, c'est la recherche de la précision. Retenez bien ça parce que vous allez voir la différence avec TE qui recherche l'efficacité et les différences qu'elles impliquent dans la manière de parler et de rechercher. TI, donc c'est la fonction la plus sceptique de toutes les fonctions du MBTI. NI est une fonction extrêmement sceptique. L'INTJ ne croit jamais ce que vous dites. Il va tout le temps vous contredire. Il va être extrêmement rigoureux. Mais TI, ça va être pire. Puisque TI est séquentiel. Et en plus sceptique surtout. Là où NI n'est pas sceptique surtout. Il va facilement avoir un avis sur des choses qu'il connaissait peu, finalement. Donc finalement, la fonction la plus sceptique de tout, ça reste quand même TI. Parce que tout doit être analysé. Là où NI, en tant qu'intuition dominante pour les NI DOM, finalement ils ont déjà une réponse avant même d'avoir le résultat souvent. TI, il va passer donc son temps à classer, trier, analyser en profondeur, mais d'une manière extrêmement chirurgicale, sans raccourci, vraiment c'est un travail d'orfèvre. Et avant de devoir pouvoir tirer une conclusion justement définitive. Donc une chose très intéressante qu'on dit peu sur internet, que j'ai peu vu, voire pas du tout, et qui explique vraiment la différence au niveau des fonctions, c'est qu'à l'inverse de TE, la pensée extravertie, donc qui vise l'efficacité et elle permet de trancher assez rapidement et de prendre une décision, ça sert à ça TE. TI c'est une fonction de décision lente. Et c'est important de comprendre ça. C'est pas parce que vous avez une décision lente que vous êtes bête, loin de là. Au contraire, c'est que vous allez aussi tout assembler ce que les autres n'ont peut-être pas assemblé en face. Lorsque vous posez une question complexe à un utilisateur de TI et qu'il n'a jamais examiné le problème, il est assez fréquent qu'il vous dise qu'il va réfléchir et reviendra vers vous plus tard. Ça peut être frustrant pour l'interlocuteur en face, qui attend des réponses directes. Pour notamment les utilisateurs de TE, ça peut être particulièrement frustrant. L'avantage de l'INTP, c'est qu'en vieillissant, je pense, à mon humble avis, qu'à l'instar de l'INTJ qui amasse de plus en plus de données et qui devient plus performant pour analyser les choses et voir les schémas, l'INTP aussi amasse une somme de connaissances énorme, notamment via SI, sa troisième fonction, qui sert à une base de données statistiques, et que du coup, la demande de traitement de TI, je pense, elle devient moins visible parce que vous avez un SI dans lequel vous pouvez piocher en tant qu'INTP. Donc voilà, l'INTP sert alors d'SI dans ces cas-là pour pallier un peu son TI et gagner, je pense, en rapidité dans l'analyse de ses problèmes. Un peu comme l'INTJ qui, au fur et à mesure qu'il nourrit NI, sera plus performant pour opérer les schémas, donc ça c'est NI, et les résultats avec TE. Et c'est le cas du professeur Raoult, en fait, il maîtrise bien les données avec SI, et donc le sujet avec le combo TI-NE derrière. Donc la manière de parler du professeur Didier Raoult, elle est caractéristique des TDOM. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la recherche de la précision quand vous débattez avec lui. Bon, déjà, comme INTJ, les deux types détestent entendre des bêtises et des choses totalement fausses et illogiques d'un point de vue purement objectif. Donc c'est pour ça qu'il a tendance à recadrer tous les journalistes qui lui parlent,
parce qu'ils disent n'importe quoi en général. Donc le but pour lui, c'est d'aller dans la recherche de la précision en utilisant ses autres fonctions, c'est-à-dire en allant le plus loin possible dans l'exploration, ce qui est sa deuxième fonction auxiliaire NE, puis via les données, donc qui est la troisième fonction SI. Chose très intéressante qui va vous permettre de comprendre Raoult en détail, lorsqu'il a affirmé que le virus était parti durant l'été et que l'épidémie était passée, en fait les médias sont passés à côté de quelque chose. Et finalement on lui a imputé des choses qui n'étaient pas vraies. Beaucoup de médias en ont déduit que du coup l'épidémie était finie, par interprétation, et que ça ne reviendrait pas après l'été. Et en plus les hospitalisations ont été faibles l'été. C'est plutôt les personnes qui avaient des maladies chroniques qui sont revenues dans les hôpitaux que les gens qui avaient le Covid. Or, chose extrêmement importante à comprendre, sinon on ne peut pas comprendre Raoult, c'est que le professeur Raoult avec TI voit plusieurs épidémies différentes, car il a toujours en arrière-plan TI qui vise la précision dans l'analyse. Et il est donc faux, si vous voulez être précis, d'affirmer que l'épidémie de mars est la même qu'en juillet, c'est prendre un raccourci, ni même que c'est la même qu'octobre, puisqu'en fait, ce qui a donné raison à Raoult, c'est que quand on a analysé les souches, on s'est rendu compte que les souches étaient différentes entre les épidémies de mars, de cet été, du mois de juillet et du mois d'octobre. Donc concrètement, si on pousse le raisonnement dans la précision, il n'y a pas d'épidémie qui est similaire et qui se reproduirait avec une deuxième, troisième vague, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que ce n'est jamais le même virus. C'est d'autres épidémies qui repartent. Alors, les gens vont simplifier les propos en disant « bah si finalement c'est le même virus ». Mais à un moment, il faut être précis quand on parle. Si on n'est pas précis, soit on est précis. Voilà. Et si on n'est pas précis, on se tait en général et on ne vient pas dire des choses. Mais du coup, ce qui a validé ça, c'est l'analyse des souches. Et aussi, ce qui a donné raison à Raoult, c'est que l'exemple de la ville de Manaus au Brésil, où tout le monde en a parlé récemment, l'immunité collective avait été atteinte avec quasiment 70% de la population infectée sur la première vague. Alors là, on peut vraiment parler de vague parce que la première vague, c'est la première fois qu'on a eu le Covid, c'était plutôt mars pour les pays européens. Pour autant, la ville a flambé à nouveau après l'été, c'est-à-dire au mois de septembre, octobre, et assez rapidement, tout simplement parce que le virus avait changé, c'était plus le même, et donc l'immunité collective n'a pu jouer pour éviter la propagation. D'où l'erreur en fait, les médias voient la même épidémie, tant que le virus sera présent, ils parleront de Covid. Alors les variants analysés par l'IHU montraient que le virus qui a sévi en mars était plusieurs, qu'il y avait plusieurs souches, qu'elles étaient plus ou moins agressives, et que d'autres comme l'été, d'autres souches en été avaient été totalement différentes, et donc avec une épidémie moins violente. Donc il ne faut jamais oublier que lorsque Raoult, et il est très important pour comprendre une personne de tout en prendre en compte le contexte dans lequel il dit. Parce que si vous êtes bête, vous allez interpréter comme quelqu'un de bête. Si vous êtes intelligent, vous allez interpréter ce qu'il va dire de manière intelligente. Donc l'interprétation est importante dans ce qu'on retient chez les gens. Et donc il ne faut jamais oublier, pour comprendre Raoult et ne pas lui porter de faux procès d'intention, que lorsqu'il dit que l'épidémie du coup... que le virus étudié, donc avec SI, ne donnait plus d'hospitalisation, il donnait plus d'hospitalisation. C'est le virus qu'il étudiait là, c'est pas celui qui, s'il est différent dans 3 semaines, ce sera autre chose. Donc c'est un statisticien en fait, c'est un analyste l'INTP, il vous fait un constat, il analyse, il dit voilà, les souches il y a ça, il y a tant de mortalité, tant de trucs, donc il y a ça. Par contre il n'y a plus de virus, c'est fini. Il vous parle de ce qu'il a analysé, il va pas vous parler de ce qu'il connaît pas. Donc ça a été un gros quiproquo pendant l'été. Et du coup, on lui a fait dire des choses qu'il n'avait pas dit en disant qu'il avait dit n'importe quoi. Non, les médias n'y connaissent rien, ils racontent n'importe quoi. Et d'ailleurs, ils racontent tellement n'importe quoi que ça fait 1 an qu'ils nous disent qu'il y a une deuxième vague. Même l'été, quand il n'y avait personne dans les hôpitaux. Donc voilà, c'est du sensationnel. On essaie de déformer ce que disent certains. Malheureusement, ça a toujours été comme ça. Hein. Le Covid n'est que finalement la mise en application de ce qu'on avait depuis des années dans les comportements. Donc en fait, il faut faire très attention à ça pour le comprendre. Il y a toujours une utilisation de TI en arrière-plan qui fait qu'il recherche la précision et non-efficacité dans son discours. Donc le problème qui découle de tout ça, vous l'avez compris, c'est que en tant qu'INTP, en essayant d'être le plus précis possible, vu que c'est le but de sa fonction dominante, et combinant donc son analyse chirurgicale avec l'exploration de son intuition, autrement dit NE, sa deuxième fonction, le discours qui en ressort est en partie incompréhensible pour les néophytes, voire les non-scientifiques. Parce qu'en fait, lorsque les médias et la majorité parlent de la même épidémie, des gens, ils ne privilégient pas la précision, donc TI, et prennent un raccourci par souci d'efficacité, ce qui équivaudrait à utiliser TE. Il y a des dizaines d'exemples dans les médias comme ça, et je vais vous en donner un très intéressant, comme lorsque ceux-ci parlent de plan social
Alors que juridiquement, il n'y a plus de plan social depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 instaurant le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi. Or, si on est précis, cela fait donc 19 ans que les médias continuent de parler d'un plan social qui, dans son dispositif, 1, n'existe plus, et 2, qui est faux. Puisque il n'existe plus, mais c'est pas comme si on avait remplacé le plan social par le nom de PSE, alors que c'était la même chose. Le PSE n'a rien à voir avec le plan social. Il y a beaucoup de mesures d'accompagnement pour justement éviter les plans sociaux. Des mesures alternatives. Le plan social, c'était vraiment un plan social. Donc en plus, on parle de deux choses qui n'existent plus et qui ne sont plus du tout les mêmes. Donc pour vous donner un peu la comparaison et l'analogie avec Raoult, on dit finalement c'est la même épidémie, il a raconté n'importe quoi. Bah non, c'est des multiples épidémies qui se produisent depuis que le Covid est arrivé. Mais ce n'est jamais la même épidémie. Alors on va vous dire c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Soit on est précis, soit on n'est pas précis. Mais si on est précis, c'est pas pareil. Et puis dans ces cas-là, si on cherche pas la précision, dans ces cas-là, on peut dire tout et n'importe quoi. Comme il y a des choses qui se valent, allez hop, on va dire que c'est la même chose, parce que c'est pareil, alors que ça l'est pas. Donc ça, c'est vraiment un point important pour comprendre ce qu'il a dit et peut-être être plus objectif avec les critiques qu'on lui a faites. Donc finalement, la plupart des gens pensaient être plus intelligents que lui et que c'était un idiot des fois. Et en fait, c'est les gens qui étaient en face qui étaient loin d'être intelligents et qui n'avaient pas compris ce qu'il disait avec la recherche de précision. Comme quoi, il faut toujours être humble et savoir se remettre en question. La deuxième fonction de l'INTP, c'est NE, donc l'intuition extravertie. Donc l'INTP, il utilise TI comme une petite loupe et se sert de NE pour élargir son champ de possibilités et de recherche comme une grande loupe. Comme tout INTP, NE sert à lui ratisser toutes les possibilités et expérimenter et donc analyser tous les champs possibles. Les INTP ont la particularité en fait d'utiliser TI en combo avec NE pour explorer les idées et à la fois NE en combo avec SI pour manipuler les statistiques. Donc s'agissant de la troisième fonction de Raoult, SI, donc les INTP, je l'ai dit, sont considérés par Kersey comme les meilleures analyses du MBTI. L'analyse du combo de leurs fonctions permet de comprendre pourquoi. Ce sont eux qui détiennent la capacité d'analyse la plus précise, donc via TI, et la plus exhaustive via NE. Ils sont les maîtres dans la manipulation des statistiques complexes, et ça c'est leur fonction SI qui leur permet aussi ça. À la différence des INTP, les INTJ cherchent à cibler les points leviers, eux, invisibles à l'œil nu dans le sujet, donc ça c'est VNI, pour agir dessus dans un souci d'efficacité optimale, et ça c'était eux. Donc l'INTP diffère un peu de l'INTJ sur ce point. D'ailleurs, en parlant d'SI, la chemise à carreaux de Raoult, qu'il a souvent sous sa blouse, c'est très typique du style des utilisateurs d'SI. Les gens qui ont SI utilisent beaucoup de choses en rapport avec les carreaux, niveau vestimentaire, alors que SE, il est possible d'avoir un utilisateur d'SE qui a des chemises à carreaux, mais clairement, ça ne va pas être une signature chez lui. Alors, pour aller plus loin sur SI, les suppositions qu'il a faites au tout début de l'épidémie, qui étaient fausses en termes de prévision, comme beaucoup de scientifiques d'ailleurs, il n'y a pas que lui, ça on peut l'expliquer assez facilement en fait, parce que ces données étaient basées sur SI. Si le Covid est une maladie nouvelle avec des variables nouvelles qu'on ne connaît pas, SI va donc utiliser tout ce qu'il connaît sur les virus, et donc va donner des résultats avec des fausses prévisions, puisque SI c'est l'échantillonnage du passé, de la meilleure méthode, de ce que le passé a détecté dans tout ce qu'on a échantillonné sur tous les cas qui étaient présents. Si vous avez un nouveau virus, SI il touche son angle mort. Et c'est ce qui se passait avec beaucoup de scientifiques. Parce que beaucoup de scientifiques finalement ont SI. Pourquoi ? Parce que seuls 4% de la population américaine est ni d'homme, donc est utilisateur d'ANI en dominante. Donc c'est pas rien, ça veut dire qu'au final, très peu de gens dans le monde à l'heure actuelle utilisent ANI comme fonction pour prédire. Là où la plupart des gens du coup utilisent SI, mais bon, des fois ça marche parce que le passé se reproduit à peu près, des fois ça marche pas parce qu'il y a trop de variables différentes et SI a besoin de les intégrer. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Covid étant une maladie nouvelle avec des variables nouvelles qu'on ne connaît pas, la fonction SI est incapable du coup de calculer ces nouvelles variables, puisque SI est dans la réplication, dans le calcul de la réplication des résultats prévisibles, des statistiques, des probabilités. Donc, SI cherche aussi à avoir un résultat final, et donc il est obligé d'attendre la fin de l'épidémie pour tout emboîter et tout assembler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent entre-temps. SI, c'est pas de l'analyse en temps réel, c'est de l'analyse sur une somme de connaissances que vous avez, qui est une bibliothèque monstrueuse. Alors qu'SE, ça va être de l'analyse en temps réel. Donc ça change beaucoup, surtout pour une épidémie qui
qui change. SE va vraiment être la... C'est pas une fonction statistique réellement, c'est ANI qui va vous servir de stat. Mais ANI couplé SE va vous permettre d'utiliser les stats tout en étant dans une souplesse que SE permet. Et une souplesse dans la manière d'interpréter. Donc en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que du coup, si un INTJ s'était prononcé sur l'épidémie et ce qu'on allait avoir inéluctablement et ce qu'on allait se prendre dans la tête pendant un an, il aurait pu faire des erreurs comme n'importe qui parce qu'il n'est pas parfait. Mais par contre, il aurait été capable de prédire quasiment tout ce qui allait se produire parce que chez l'INTJ, il est assez facile de prévoir les schémas qui vont arriver là où les autres types ne les voient pas. C'est lié justement à ANI, en couplage avec SE, confère le premier podcast que j'ai fait sur l'INTJ où je vous explique très bien ça au niveau de Lance Armstrong, la différence NISE et SINE. Donc en fait, c'est ce qui a manqué à la plupart des scientifiques quand SI pour la plupart, et du coup, normal que le professeur Raoult ait dit des choses, mais en fait il a SI, donc il aurait dû analyser les choses avant d'en parler. Sauf que ça venait d'arriver, donc il a dit ce qu'il pensait comme ça, sans même avoir fait une analyse approfondie, puisque c'était nouveau. Il s'est basé sur ce qu'il savait. Donc la grande force en fait du combo NISE, c'est de savoir même avant l'échéance le résultat final. On peut savoir le résultat avant d'être passé par le calcul entier. Alors c'est assez difficile à expliquer, mais SI va passer par un calcul assez 1 à 1, assez systémique, séquentiel, lent, alors que NI va être capable de calculer les résultats avec des nouvelles variables qui ne sont pas calculables. Ça paraît bizarre, mais c'est vraiment ça, NI. Ça vous calcule les variables qui ne sont pas calculables d'un point de vue statistique. Donc voilà, ça paraît bizarre à expliquer comme ça, mais c'est vraiment la réalité. C'est sa grande force, et c'est pour ça que souvent les utilisateurs d'ANI en ANIDOM sont jamais écoutés, parce que quand les gens disent que les stats ne peuvent pas prédire ça, la personne qui prédit ça, on la prend pour un fou. Et on est sûr que ça va pas se produire, alors qu'en fait souvent ça se produit, malheureusement. Donc c'est sa grande force. Il ne passe pas ANI par un schéma de statistique séquentiel, c'est un schéma de probabilité, mais avec des variables qui peuvent changer continuellement, et qui ne sont pas liées à SI mais à SE, et qui donnent plus de souplesse dans la façon d'évaluer les choses nouvelles. Donc c'est d'ailleurs pour ça que, pour donner un exemple, SI c'est comme la météo que vous avez sur votre iPhone, qui est, par exemple pour Paris, qui n'est pas très très fiable, mais parce qu'elle est faite à partir des cartes qui sont relevées par Weather Channel, je crois, la météo de l'iPhone. Donc c'est une analyse américaine des cartes et du temps, voilà, qui va se produire. On va dire que ça, ce serait du SI. Le NI, c'est donc avoir toutes les statistiques avec l'informatique du temps et des prévisions, et avoir en plus un météorologiste, donc local, qui connaît le temps, et qui donc va être capable de dire attention là, l'ordinateur il dit que demain il va pleuvoir sur Paris, mais quand il y a ce résultat, c'est un faux positif. C'est-à-dire que oui, il dit qu'il va pleuvoir, c'est logique, mais moi je sais en habitant Paris que quand il dit ça, l'ordinateur, c'est faux, parce que j'ai constaté les écarts entre ce qu'il disait et ce que moi je constate en tant qu'humain. Donc Kenny, c'est assez difficile à expliquer pour quelqu'un qui ne l'a pas, parce que c'est difficile à imaginer. Mais en gros, ce serait ça. C'est comme quand vous avez SI, vous êtes l'ordinateur qui prévoit la météo. Quand vous avez ANI, vous avez l'ordinateur, vous analysez les données et vous les corrigez en tant qu'humain. Par rapport à tout ce que vous savez, qui la statistique ne peut pas prévoir, et donc vous allez corriger manuellement et reprendre le contrôle sur ces données-là qui ne seront pas bonnes si vous prenez que la stat. C'est à peu près ça, ANI. Pour imaginer, ouais. Et ça explique d'ailleurs pourquoi toutes les prévisions non-stop qui ont été produites depuis le début de l'épidémie par l'Institut Pasteur en France, au niveau de la modélisation de l'épidémie, étaient fausses, parce qu'on a tout modélisé à partir d'SI, donc vous ne pouvez pas avec SI intégrer des variables qui changent tout le temps. Il faut intégrer du SE. Et si vous intégrez SE, vous avez forcément NI en face, parce que le combo marche ensemble. De même que quand vous avez SI, vous avez NE en face, parce que ça marche ensemble. Donc au final, vous avez quand même, ce qui est grandement dommage, voire triste, vous avez quand même eu finalement des spécialistes qui ne font que ça, qui sont réputés dans le monde à l'Institut Pasteur, qui se sont plantés sur tous les chiffres qu'ils ont donnés. Avant le confinement, pendant le confinement, le nombre de morts estimés, tous les chiffres ont été... Alors après, on peut dire, effectivement, on est humain, on ne peut pas tout calculer, on ne peut pas tout prédire, effectivement. Sauf que là, depuis le début du Covid, tous les chiffres qu'ils ont donnés étaient bidons, quoi. Donc je veux bien à un moment que les gars... mais c'est comme si vous étiez garagiste et qu'au final, à un moment, vous réparez plein de voitures, qu'il y a des nouvelles voitures qui arrivent que vous ne connaissiez pas, et d'un coup, vous arrivez à plus rien réparer de bien.
bah à un moment, changer de boulot, parce que les garagistes, ils ont constamment des nouvelles voitures avec des nouveaux modèles, et c'est à eux de se former pour être capable de réparer le modèle. À un moment, s'ils n'arrivent plus, ils changent de boulot. Bah là, les scientifiques, ils ont quand même dit n'importe quoi pendant un an, et ils étaient très contents de dire oui, oui, on sait. Et puis, moi, je sais pas, je suis à leur place, je ferme ma bouche en fait. Quand je vois que j'ai raconté une ou deux conneries, je vais m'arrêter là en fait. Je vais pas continuer à essayer de redire des choses qui vont être vraies, qui se révèlent fausses, parce que, un, vous vous humiliez devant toute la France entière, et tout le monde entier qui vous écoute. Et deux, du coup, bah, on voit le problème à l'heure actuelle avec le Covid, plus personne n'écoute les scientifiques puisqu'ils se sont trompés tout le temps en fait. Ils auraient mieux fait de faire des prévisions au début, de dire ah là là, mince, on s'est trompé là, on va essayer de voir pourquoi on s'est trompé, et on va garder nos chiffres pour nous après pour voir si ce qu'on prévoit se produit. Mais non, à chaque fois, il faut aller qu'ils sortent les chiffres en disant oui, on est sûr que ça va être comme ça, que ça va être comme ça. Et au final, ils se plantent depuis le début. Pourquoi? Parce que c'est du SI pur jus, et le SI d'homme, dans ces cas-là, il est tellement rigide qu'il n'est pas capable d'être souple dans son évaluation des stats, là où SE est capable d'être souple. Donc c'est pour ça que les ISTP peuvent être très bons là-dedans dans l'évaluation avec NISE comme l'INTJ. C'est dommage parce que du coup le confinement de novembre en France, l'épidémie régressait d'elle-même et le confinement n'a rien fait et les scientifiques ça l'avaient pas vu. Le nombre de morts qui était estimé en France, 400 000 je crois pour le premier confinement sur une année, je sais plus. On a été bien en dessous de ça. Et c'est pas le confinement qui a divisé par 5 les chiffres. On dit n'importe quoi. Voilà, on dit n'importe quoi depuis le début. L'épidémie de Covid, il faut la suivre, il faut être capable de réviser son jugement. Et clairement, les statisticiens qu'on a, qui ont fait des modélisations, sont incapables de changer leur jugement. Ils ont des modèles statistiques duplicables, réplicables, qui n'intègrent pas de nouvelles variables. Donc, ils sont biaisés. Donc, ça explique aussi pourquoi le docteur Fouché dit dans ses vidéos que les prévisions étaient toutes fausses. Et qu'il ne faut plus les croire, du coup, à partir du moment où votre garagiste n'a jamais su réparer votre voiture, vous ne l'emmenez plus chez lui. Bah non, voilà, je comprends pas pourquoi on donne encore la parole aux scientifiques. Bah si, je comprends, c'est pour faire peur aux gens en fait, mais à un moment, s'ils disaient la vérité, on le saurait depuis le début. Il ne suffit pas en fait d'être scientifique ou statisticien ou mathématicien pour modéliser des épidémies. Et Raoult a dit quelque chose de très intéressant, la compétence ne fait pas... L'autorité ne fait pas l'incompétence, la compétence. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes le chercheur, je sais pas, directeur de l'institut, machin, que ce que vous dites n'est pas nul. Il y a des directeurs d'instituts qui racontent n'importe quoi toute la journée. Et il y a à l'inverse des gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont beaucoup plus intelligents dans l'analyse de l'épidémie que vous. C'est comme ça, on s'en rend compte en vieillissant dans la vie que finalement, c'est pas les gens qu'on vend comme les plus intelligents qu'ils sont, c'est les gens qui sont les plus intelligents dans leur capacité à raisonner et non dans leurs compétences et leurs titres. On se fixe trop sur les titres en disant voilà, lui il est mathématicien. Il y a plein de mathématiciens qui racontent n'importe quoi. Par contre, vous prenez un mathématicien INTP, vous pouvez être sûr que ce qu'il va dire va être plutôt de bon niveau. Comparé à un ISTJ qui va avoir beaucoup de hier qu'un INTP n'aura pas dans son analyse des statistiques. Et ça, c'est un fait. Donc, il faut faire très attention à ça. Bon. Donc, SI, c'est juste incapable de calculer un modèle statistique fiable avec les variables nouvelles. Et donc, si tout le monde s'est trompé, c'est bien parce qu'ils utilisaient cette fonction. C'est pas une fonction de prédiction, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre avec SI. En témoigne le succès d'ailleurs aux échecs, je l'avais un peu évoqué avant, des INTJ et ISTP qui ont tous les deux le combo magique NISE. Oui, généralement aux échecs, les types qui réussissent le mieux sont ceux qui sont capables de prévoir le résultat avant même d'avoir la séquence intégrale. Et ANI est très fort pour ça. ANI est comme SI, c'est une grosse base d'échantillonnage de données, ça sait exactement toutes les choses que ça produit comme résultat, la duplication, sauf qu'il est aussi capable, ANI, de dire voilà, j'ai cette base de données, mais là je sais que ça va tirer, que les données vont être fausses. Celles que j'ai dans ma tête. C'est très bizarre, Eni, en fait. Vous êtes capable de... Vous avez accès à toutes les bases statistiques, mais en même temps, vous êtes capable de dire non, la base statistique, elle est fausse là. Et quand vous dites ça, en général, vous avez raison. Parce que Eni, c'est ça. C'est manipuler les statistiques, mais être capable de voir que là, vous allez jouer un autre coup aux échecs parce que la statistique, vous savez qu'elle est fausse. Même si elle est bonne d'un point de vue logique, vous savez qu'elle est fausse par rapport à l'action que vous allez mener. Donc ça explique pourquoi il y a beaucoup d'ISTP et INTJ qui ont bien réussi aux échecs, parce que l'INTP est en difficulté aux échecs. D'ailleurs, si on regarde les champions du monde d'échecs, il n'y a quasiment pas d'utilisateurs de TI-SI. Tout simplement parce que, un, TI c'est une fonction lente, donc ça demande quand même du temps au final, sauf si vous avez SE. Mais c'est l'avantage de l'ISTP qu'à TI avec SE et non SI comme l'INTP. Et en plus de ça, c'est une fonction lente et vous avez besoin de tout comprendre le schéma avec TI pour pouvoir décider. Là où vous avez SE, c'est plus facile avec ANI de ne pas avoir tous les éléments et de voir entre les lignes. Voilà, c'est vraiment la grosse force de ces fonctions-là.
Donc l'échec, c'est un bon exemple où en échec, pour être bon, il faut être capable de prédire les résultats avant la séquence totale. Et Annie est très bon pour ça, là où SI a plus de mal. Donc en fait, il y aurait eu plus de prévisions assez bonnes si on avait écouté des INTJ dans les médias et s'ils avaient donné leurs statistiques. Le problème, c'est qu'on a laissé la parole à ceux qui n'étaient pas. Donc en fait, là où l'INFJ, il sait ce que le futur de l'épidémie va réserver aux humains via sa fonction auxiliaire FE, l'INTJ, lui, a une vision d'ensemble de toutes les conséquences et interconnexions qui vont impliquer nos décisions et notre stratégie en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à noter. Et c'est souvent pour ça que l'INTJ dit que ça va mal se passer et que personne n'écoute. Parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Donc c'est assez embêtant pour dire aux autres que ça va arriver si l'autre ne voit pas. Ça me fait penser du coup sur l'INTJ, cet aspect-là, où il va voir assez tout le système en amont. Ce que disait Kersey à propos de lui, où il disait l'INTJ, ils comprennent les conséquences logiques de chaque mouvement et comprennent facilement comment chaque étape nécessite ou implique la suivante. Ils conçoivent des plans pour toutes les éventualités qui ne manqueront pas de se produire et voient la forêt depuis les arbres en prévoyant des erreurs systémiques lorsqu'un projet complexe est entrepris. D'où l'intérêt d'avoir eu des INTJ pour décider de la situation de crise dès le début du Covid. Parce que dès le début, ils voient les erreurs systémiques très loin en amont, qui vont se produire dans 5, 10 ans, 15 ans, avec l'erreur fatale qu'il ne faut pas faire. Kersey continue en disant « Avec une vision extrêmement objective, ces pragmatistes ne sont pas facilement influencés par l'espoir, la chance ou le hasard. Ils ont toujours un plan A à tête, mais sont toujours prêts à passer au plan B, C, D ou nécessaire. » Ça, c'est la particularité des SE. Quand vous avez SE, votre plan, il n'est jamais figé, il est tout le temps en train d'évoluer. Parce qu'il se réadapte toujours en fonction de ce que vous constatez. Donc c'est un plan qui est plutôt custom, sur mesure, qu'un plan standard comme avec SI, ou dans ce cas-là, SI, il cherche tel truc parce que c'est efficace, c'est prouvé, SI l'a prouvé, donc il en reste à ça. Il ne va pas chercher le perfectionnisme. Là où SE vous oblige à taper dans le perfectionnisme dans ces cas-là. Donc en fait, et il termine Kersey en expliquant pour l'INTJ dans la différence avec Annie pour l'INTP. Pour l'INTJ, chaque plan a un but, chaque étape existe pour une raison, l'ordre n'est jamais arbitraire, chaque pièce doit avoir une intention délibérée stratégique, celle doit être incluse dans la conception principale, mais en même temps, ils sont très adaptatifs et toujours prêts à changer de cap si de nouveaux facteurs sont présentés, car les plans ne sont jamais gravés dans le marbre et toujours susceptibles d'évolution. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on aurait dû avoir pour l'épidémie de Covid, pour la gérer correctement. Or, on n'avait que des personnes en face qui n'étaient pas capables de faire ça. Donc ça explique pourquoi on a souvent pris des mauvaises décisions, qu'on n'a pas vu l'interconnexion des décisions et l'effet papillon qu'elles allaient avoir derrière, et que maintenant, même avec l'effet papillon, on continue à prendre les mêmes mesures qui causent les mêmes dégradations qui sont très graves au niveau de la population. Voilà, donc au niveau de l'INTP, on a couvert quand même pas mal de points par rapport au professeur Raoult. Je terminerai par sa fonction inférieure FE, hein, qui contrairement à l'INTJ qu'à FI, l'INTP à FE. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur FE chez Raoult. FE, c'est aussi ce qui donne le côté maladroit aux INTP hommes, en tout cas dans la communauté. Et en fait, il faut savoir deux choses. C'est que déjà, Raoult, on voit qu'il a FE parce que quand il répond, on dit qu'il répond de manière arrogante aux journalistes, mais finalement, si un INTJ avait été attaqué, croyez-moi qu'il aurait répondu 4 fois plus violemment que ce que Raoult a répondu. C'était loin d'être le niveau d'arrogance le plus ultime. Il y a une scène assez caractéristique de son FE, moi, qui m'a un peu choqué, parce que j'ai bien vu qu'il avait FE et pas FI, du coup. C'est quand il y a les taxis marseillais qui le klaxonnent quand ils partent chez lui, donc de l'IHU en Dacia. Je crois que c'est en Dacia Sandero, sa voiture. Donc voilà, les taxis marseillais le klaxonnent, voilà, donc il a une aide d'honneur. Les taxis viennent le voir en disant « Félicitations, monsieur Raoult, professeur, vous êtes notre génie », bon voilà. Et on voit qu'il est super gêné, en fait, au début. On voit qu'il est gêné, qu'il sourit, mais qu'après, il reste, il sait pas trop quoi faire, quoi. Parce qu'il se dit que s'il part, c'est méchant, et je peux vous dire qu'un INTJ, il voit ça, il est hyper gêné, il sait plus où se mettre. Il sait plus où se mettre, il va dire merci aux gens, mais il va être très, très gêné de cette effusion d'un coup d'extraversion face à lui, sans que ce soit prévu. Et du coup, l'INTJ serait peut-être parti un peu plus vite en voiture. Il aurait remercié les gens, et puis après, voilà, il aurait pris sa route. Là, on voit que finalement, Raoult, il reste assez longtemps, avec les chauffeurs à discuter, à rigoler, même s'il est un peu gêné. Et ça, c'est vraiment FE1, quoi. Vous le voyez que c'est FE en dernière fonction, ça. Il va pas oser dire non à la personne dans ce contexte-là. Il va être plutôt gentil, malgré tout. Et donc, il va rester, et puis on le voit qu'il est un peu gêné dans sa voiture, mais il prend sur lui. Voilà.
Donc ça, c'était du FE1. Autrement, il n'y a pas vraiment de manière de le voir. Si, peut-être dans les interviews, quand il est assez concentré et arrogant, il est quand même beaucoup moins froid et détaché en termes de visage et émotionnellement qu'un INTJ. Donc on voit quand même qu'il a FE aussi grâce à ça, parce qu'FI, c'est loin d'être la fonction la plus chaleureuse. Regardez un INFP qui vous fait une interview, il va pas être très chaleureux. Enfin, il va pas sur son visage montrer des signes de chaleur énormes. Donc voilà, j'espère que vous avez pas mal appris sur l'INTP du coup grâce à ça, avec l'exemple de Raoult, que ça vous a aussi permis de mieux comprendre Raoult, et aussi du coup par rapport à mes exemples, l'épidémie de Covid, pourquoi il y a des choses qui n'ont pas marché et qui ont marché, et pourquoi on ne l'a pas compris forcément au début, parce qu'il faut une explication. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera relative à l'ENTP, mais je vous dis pas sur quelle personnalité en attendant, mais la prochaine sera sur l'ENTP.